Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Alors Tokren, on va passer un peu de temps ensemble, on va apprendre à découvrir qui tu es en tant qu'entrepreneur, et puis on parlera dans un second temps un petit peu de ton entreprise. Donc sur Rewards. Avant de commencer, Tancred, c'est un prénom qui est peu connu. Tu peux nous expliquer d'où il vient ce prénom ? Oui, c'est pas breton, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Souvent, on me demande si c'est breton. Et non, malheureusement, c'est pas breton, c'est normand. C'est même viking, en fait, à l'origine. D'ailleurs, on peut constater que j'ai un physique de viking. Je fais 1m70, je suis hyper baraqué. Ouais, c'est mes parents. Évidemment, c'est mes parents qui se sont fait plaisir. Ça m'a très surpris à ma naissance, d'ailleurs. Je plaisante, mais non, blague à part, en fait, c'est que ma mère aimait beaucoup le film Le Guépard avec Alain Delon, une adaptation cinématographique du livre Il Gattopardo de Tommasi di Lampedusa. Je pense qu'elle était très fan de Delon, comme beaucoup de femmes. Elle nous a tous donné un prénom originaux, puisque j'ai des frères et sœurs qui ont aussi des prénoms. D'ailleurs, je suis associé avec un de mes frères qui s'appelle Erland, et c'est aussi un prénom norvégien. Donc c'est scandinave, voilà. C'était pas simple à porter au début parce que c'est très écorché. Une fois qu'on a compris comment le prononcer, généralement l'avantage c'est que ça se retient. Voilà. Rendez-vous, le podcast. Alors, on va passer beaucoup de temps ensemble, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'on aura le temps dans un deuxième moment d'en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier, ce que tu fais aujourd'hui ? Donc, je suis le cofondateur de Rewards, que j'ai créé avec Erland en 2019, avec l'objectif en fait de proposer une alternative à l'offre existante sur le marché de la carte cadeau. On adresse le marché de la carte cadeau, et surtout de rendre ce marché beaucoup plus éthique, parce que aujourd'hui le modèle économique de ce marché l'est pas forcément. Qu'on a souhaité améliorer à la fois l'expérience pour les utilisateurs des cartes cadeaux, celle aussi des personnes qui gèrent les cartes cadeaux. Et en fait, on a voulu inscrire cette carte cadeau qui représente plus de 6 milliards d'euros dans l'économie sociale et solidaire. Notamment, je vais simplifier les choses en permettant notamment d'utiliser cette carte cadeau dans les petits commerces de proximité, parce qu'aujourd'hui, tous les petits commerces sont écartés des réseaux d'acceptation, puisque les opérateurs créent des réseaux de partenaires auprès desquels ils vont se rémunérer. Et puis l'autre point, c'est qu'on souhaitait y intégrer aussi des associations. Pour ça, on s'est affranchi de la rémunération auprès des acteurs. Et par ailleurs, on restitue le non consommé aussi, puisqu'il y a une part importante des cartes cadeaux qui sont perdues, oubliées. C'est plus d'1 milliard par an, c'est quand même pas négligeable. Et non seulement on arrive à diminuer cette part autour de 5%, mais en plus on la restitue en incitant nos clients, entreprises, comités d'entreprise, à faire un don à des associations de leur choix. Un marché passionnant, beaucoup de choses à faire, et en définitive, ce que je trouve intéressant, c'est sur des activités traditionnelles d'essayer de les rendre plus vertueuses. C'est l'objectif qu'on s'est donné, et pour ça on s'est entouré de personnes de très grande qualité. Tu nous expliqueras tout ça plus en détail dans la deuxième partie de notre entretien. Avant, du coup, de rentrer dans le dur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, un peu de tes moments de formation, tes études, tout ce qui explique finalement où tu en es arrivé aujourd'hui à faire ton métier actuel ? Donc, je vais me mettre sur le sofa. On va faire un petit peu de... Oui, c'est ça, ouais. Dr Freud. C'est ça. C'est intéressant parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour entreprendre. Dans les leviers de motivation,
il y a aussi peut-être parfois des failles et qui nous donnent envie de nous battre ou de prouver des choses aux autres probablement. Moi, alors mon parcours, pour tout te dire, j'étais un cancre à l'école. Je détestais l'école parce que je rêvassais, j'ai j'avais tout sauf envie d'aller à l'école. Et en fait, j'ai commencé à m'accomplir pendant les études supérieures. J'ai commencé par des études d'histoire, passionné par l'histoire, essayer de comprendre nos origines, d'où on venait, pourquoi le présent. J'aime bien essayer de comprendre les choses. Et puis, j'avais hésité entre ça et des études de philosophie parce que j'aime beaucoup la philosophie et ça guide une partie de ma vie. Progressivement, j'ai construit un chemin, ayant grandi une partie de ma vie en ville, Paris, et ensuite à la campagne, puisque mes parents déménageaient à la campagne en 88. On peut être assez influencé par ses parents. Ma mère a travaillé 15 ans à l'UNICEF, donc j'avais aussi cet ancrage du don, de la générosité, de l'engagement. Mon père a travaillé dans la communication. Là aussi, on retrouve un peu une partie de mon métier. Et enfin, quand ils se sont installés à la campagne en 88, on a déménagé, vraiment pleine campagne. Mon père a monté un commerce en Mayenne, à Laval, dans le prêt-à-porter. Et en fait, c'est aussi j'étais influencé par ça, par le commerce. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Storywords, c'est un peu la synthèse de tout ça, puisque on est sur un support à l'origine un peu marketing com, qui vise à soutenir le petit commerce. Donc, on retrouve l'expérience de mes parents, et en même temps, qui vise à soutenir les associations. On trouve un peu l'expérience de ma mère. Donc, comme quoi, hein, quand on parle de psychanalyse, on n'en est pas tout à fait loin. Je pense que ce qui a toujours guidé une partie de ma vie, c'est la générosité, la justice, aussi la justice sociale. Je pense que j'ai toujours été guidé par ça. Pour moi, ça a toujours été important. En fait, ce qui me plaît, si j'ai monté ce projet avec mon frère, c'est pas pour s'enrichir, c'est pas ce qui nous anime en fait au quotidien. Ce qui nous anime en fait, c'est de bousculer un marché qu'on trouve pas juste, l'améliorer en fait. C'est ça qui nous guide aujourd'hui au quotidien. Et quels sont les autres métiers que tu as pu pratiquer? Suite à mes études d'histoire, j'ai fait une année de DESS qui s'intitulait Tourisme, culture et développement local. Je voulais concilier le tourisme avec le tourisme durable et aussi le tourisme culturel, faire un peu la synthèse du tourisme et de l'histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au sortir de ces études, je me suis retrouvé sur le marché du travail, je me souviendrai toujours, donc c'était en septembre 2001. Et en fait, Twin Towers et le marché du tourisme s'écroule. J'avais beaucoup de difficultés à trouver du travail, notamment sortant de l'université où j'ai été qualifié de poète. Donc, je me suis reformé 1 an et demi. J'ai fait des études de management et de finance, un MBA en Espagne. Je suis parti en Espagne et suite à ça, j'ai décidé d'aller chercher du travail en Espagne parce que je rêvais j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger et l'Espagne me plaisait beaucoup. J'adore l'histoire et la culture espagnole, et donc je suis parti avec mon sac à dos chercher du travail à Madrid. J'ai atterri un peu par hasard dans le secteur de la cosmétique, un univers assez léger en définitive, mais intéressant. Parfumerie, la distribution et la communication, le marketing. Voilà. Donc j'ai appris le métier du marketing, du retail, mais aussi très rapidement j'ai travaillé dans le domaine de la relation client et du CRM, de la connaissance client. C'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, comprendre les comportements des consommateurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 1 an et demi après mon arrivée, il y a eu un tremblement de terre puisque Marionnaud a été racheté à l'époque par un Chinois qui s'appelait Li Ka-shing, qui était la première fortune de Chine.
ça avait fait un tremblement de terre parce que tout le monde se disait oh là là, il y a un fleuron d'un français qui est vendu à un Chinois, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu effectivement un changement culturel, mais rien de radical en définitive. Et en fait, suite à ça, je suis allé à Paris au siège puisque j'étais appelé pour diriger le CRM. Ah, j'ai pleuré Madrid. Voilà. J'ai retrouvé la grisaille parisienne. Au bout de quelques années, j'ai décidé de monter, de rentrer dans l'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte en 2009. Ça s'est très mal passé avec mon associé. Donc j'en ai remonté une en 2010. Il me restait 1 an de chômage et j'ai monté une agence de digital qui à l'époque s'appelait Open Digital. Et voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Elle existe toujours, cette agence? Ouais, elle existe toujours. Elle a évolué. J'en suis toujours le gérant, mais je suis plus opérationnel. Elle s'appelle Cosmogonie. Alors c'est passionnant tout ce que tu as partagé avec nous. Je pense que dans la deuxième partie, on va pouvoir voir tous les ponts entre ce que tu as vécu dans ton passé et ce que tu vis actuellement dans ton projet et ton entreprise actuelle. Juste avant, est-ce que tu peux du coup procéder à la tradition qui est celle de la carte blanche? Donc tu as 1 minute pour aborder le sujet qui te dit le plus, un coup de cœur, un coup de gueule. Alors c'est un coup de cœur et un coup de griffe à la fois. Un coup de cœur pour Nantes qui nous a très bien accueillis en fait avec ma famille en 2015 quand on a atterri. C'est une ville que je trouve hyper ouverte, hyper accueillante, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc c'est une ville où moi je me sens extrêmement bien et c'est grâce à Nantes aussi que j'ai pu développer Storywards puisque on jouit d'un formidable écosystème à la fois numérique, tech, mais aussi surtout tout l'écosystème d'économie sociale et solidaire et de la RSE. Petit coup de griffe que j'ai envie de donner, c'est que paradoxalement, sur le plan commercial, nul n'est prophète en son pays et que finalement on trouve beaucoup plus de clients en dehors de Nantes, notamment en région parisienne. Et voilà, j'ai envie de faire un appel du pied aux boîtes nantaises qui sont engagées, qui pourraient finalement offrir une carte cadeau plus engagée à leurs salariés, à leurs collaborateurs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous pour nous soutenir. Yes, le message est passé. Rendez-vous, le podcast. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on va parler de Storywards. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu la genèse de cette entreprise? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, tout simplement? Alors l'idée ne vient pas de moi. En fait, finalement, elle vient d'Erland, mon frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon frère Erland a travaillé pendant de nombreuses années sur ce marché-là. Il a même participé au lancement du premier e-chèque à l'époque sur Internet dans les années 2000. Et en fait, en 2018, il vient, lors d'une discussion, il me dit, écoute, Tancred, je pense que on pourrait proposer une alternative au chèque cadeau traditionnel. Voilà, en proposant notamment un chèque, une carte cadeau dématérialisée sur un support plus innovant qui serait une carte prépayée, en ouvrant le réseau, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui la plupart du temps, il faut trouver la liste des enseignes qui sont souvent les mêmes. Voilà, c'est assez frustrant. À l'époque, le constat, c'est qu'il y a beaucoup de frustration sur l'utilisation des cartes cadeaux. C'est compliqué à utiliser, on peut pas aller dans des petits commerces, etc. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très séduisant. Et je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien aussi y ajouter une autre dimension qui serait celle du don. Donc, la combinaison de tout ça a fait que on a créé Storywards pour... en fait, Storywards, c'est la contraction du... Reward, c'est la récompense, So pour social. Donc, c'est la récompense qui a un impact qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire.
Banco, on a travaillé en 2018 sur le projet et on a créé la structure en 2019. Voilà, on est allé chercher un autre associé qui s'appelle Marc, qui était notre premier CTO, qui nous a aidé à lancer la première version de la plateforme. C'est un sujet très complexe, c'est un projet très complexe parce qu'en fait, il repose aussi sur des partenariats avec des monéticiens, parce que pour pouvoir émettre des cartes prépayées, Visa ou Mastercard, il faut travailler avec des acteurs de la monétique. Donc, il a fallu en trouver, construire l'ingénierie financière qui va avec, et puis le modèle économique aussi. Sachant que nous, ce qu'on propose, c'est un modèle économique qui est au rebours de celui des acteurs du marché. Et donc, toute la complexité, c'est aussi de convaincre nos interlocuteurs du bien fondé de notre modèle, parce qu'ils ont forcément leurs habitudes. Voilà. Alors justement, qui sont ces interlocuteurs? Bien sûr, dans un premier temps, les clients, la cible client, mais aussi tout l'écosystème qui va avec, les prescripteurs. Tu as parlé des banques notamment, des fournisseurs. On peut aider SoryWards, par exemple, pour contribuer à des nouveaux partenariats, par exemple. Ouais. Alors déjà, juste avant de parler de nos clients, peut-être dire que grâce à l'écosystème tech, nous actuellement on est soutenu par des gens comme ADN Booster, qui fait partie d'ADN West. On est soutenu par France Active, qui est la banque des entrepreneurs engagés. On est soutenu par la BNP, par la Caisse d'épargne. Ah oui, on est soutenu aussi financièrement par ABAB, qui est un réseau de business angels nantais, par Premier Étage, qui est un fonds constitué par aussi des entrepreneurs de la tech nantaise, par quelques autres BA, business angels, indépendants, et enfin par un réseau de business angels à Limoges, puisque notre Guillaume, qui est notre autre associé, est de Limoges. Voilà. Aujourd'hui, SoryWards, le siège social est à Nantes, mais on est répartis sur Nantes, Limoges et Paris. Nos clients, historiquement, c'est les entreprises, puisque on adresse historiquement le marché de l'incentive commercial, c'est-à-dire les directions commerciales et marketing qui vont remettre de la carte cadeau soit à des forces commerciales pour les motiver, soit à des clients dans le cadre d'opérations de fidélisation client et de parrainage. Et on adresse en fait depuis le mois de septembre dernier les comités d'entreprise, qui est le gros du marché notamment, et qui utilisent la carte cadeau, notamment on pense à la carte cadeau de fin d'année, carte cadeau de Noël, carte vacances, carte culture, etc. Et qui est aujourd'hui notre cible privilégiée. Rendez-vous, le podcast. Alors, il y a aussi le pendant vraiment solidaire. Tu parlais tout à l'heure d'économie sociale et solidaire, donc ça fait référence au monde associatif, mais aussi à des entrepreneurs qui ont décidé d'entreprendre avec un statut SCOP, par exemple, de coopérative. C'est aussi un relationnel dans ce milieu-là qu'il a fallu développer. Tout à fait. Je l'ai pas dit, mais on est très proche, effectivement, d'acteurs et d'associations inscrites dans l'ESS et la RSE. Nous sommes membres de dirigeants responsables de l'Ouest, et je suis très proche aussi d'un collectif qui s'appelle Openland, qui est fédéré par des gens assez exceptionnels et très engagés. J'ai eu d'ailleurs la chance de faire partie de la première formation leadership régénératif. Toutes ces personnes nous nourrissent parce qu'elles nous permettent de nous améliorer. On a récemment fait notre bilan carbone avec une société nantaise qui s'appelle Tuvalu. Tous ces acteurs nous permettent de nous améliorer parce que évidemment notre carte n'est pas parfaite. Il y a encore plein de choses à faire. Le chemin est long. Et c'est tous ces acteurs qui nous permettent d'itérer, de nous améliorer de façon constante. Par ailleurs, on est membre d'1% pour la planète. On restitue 1%, à minima 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. On a fédéré des associations
qui couvre différentes causes, s'il s'agisse de l'environnement, de la protection de l'enfance, cause des femmes, etc. Donc oui, on est entouré de ces acteurs-là, ouais, tout à fait. Alors on en arrive à la fin, hein, 20 minutes, ça passe très très vite. Une dernière double question, quels sont les objectifs pour Story Rewards à court terme en 2024 et puis comment on peut aider Story Rewards en termes de peut-être mise en relation, mise en contact. Est-ce que si on te contacte, c'est pour un partenariat par exemple ou c'est pour développer des nouvelles choses ensemble, peut-être parler rapidement aussi du côté un peu développement commercial de Story Rewards. Alors, on peut nous aider déjà en nous mettant en relation avec un comité d'entreprise, par exemple, une direction commerciale qui utiliserait des cartes cadeaux, ou bien encore avec peut-être l'opérateur historique qui souhaite s'améliorer et aurait besoin de l'offre de Story Rewards, puisqu'on travaille aussi petit à petit avec des concurrents qui ont besoin de proposer une offre qui s'inscrit davantage dans la RSE et qui embarque Story Rewards dans leur plateforme. Ou alors même en parlant de Story Rewards, si vous sur un podcast, sur un blog, sur LinkedIn, toutes les bonnes publicités sont bonnes à prendre. D'autant plus que ça semble paradoxal. Je fais mon mea culpa, je travaille dans la com et le marketing. Mais on n'est pas toujours très à l'aise sur LinkedIn. Le meilleur levier, c'est le bouche à oreille. Et on a régulièrement des nouveaux prospects ou des nouveaux clients qu'on obtient grâce à des contacts, effectivement, ouais, du réseau. Ah, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des causes qui te sont chères? Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Allez, 1 minute pour terminer. Les 2 causes qui me sont les plus chères, c'est l'environnement et la protection de l'enfance. L'environnement, je suis depuis tout petit, en plus j'ai vécu à la campagne, j'y suis très sensible. Je suis impliqué notamment au sein de l'ONG Surfrider Foundation Europe, que j'ai dirigé l'antenne pendant 3 ans. Et d'ailleurs, j'en profite pour les saluer et notamment Florent Marcoux qui vient de quitter Surfrider. Coucou à Jeff qui pilote maintenant l'antenne et c'est d'autant plus important que évidemment la pollution ne cesse de s'intensifier. Et puis l'autre cause qui me touche, c'est les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, ma mère a travaillé au sein de l'UNICEF et pour moi il y a rien de plus précieux et de plus fragile que l'enfance. J'ai des enfants. Je pense que c'est il faut avoir une enfance où on peut grandir en sécurité avec une alimentation saine et sans violence. Pour moi, c'est essentiel pour l'humanité parce que on sait bien que des enfants qui ont été cassés, martyrisés ou qui ont eu des vies difficiles, ça fait des adultes écorchés et après il y a un impact sur la société. Donc on en revient toujours à l'origine, hein, je l'ai dit, l'histoire, les origines sont importantes. Donc le protection de l'enfance aussi. Ouais. Ah, merci à toi, à très bientôt. Merci à toi Jean-Christophe, à bientôt, bonne journée. Rendez-vous, le podcast.